trouve remarquable, qui est bien sûr le thème de la liberté. Alors, I'm going to speak in English just for 10 seconds. You cannot jail him, but you cannot silence him. Ce qui veut dire en bon gaulois, vous pouvez l'enfermer, mais vous ne pouvez pas le rendre silencieux. J'ai vécu une douzaine d'années aux États-Unis, 9 ans à New York et 3 ans à Manhattan, 3 ans à Chicago. Et je suis arrivé aux États-Unis en 1973, c'est-à-dire à la fin de la ségrégation raciale. Alors bien sûr, dans les États du Nord, hein, dans ce qu'on appelle les nordistes, si vous voulez, les choses, elles s'étaient déjà pacifiées. Mais dans le sud, et surtout dans le sud profond, la ségrégation, elle existait encore puissamment. Alors bien sûr, hein, les choses ont changé, mais il y a encore des choses bien difficiles, comme nous le savons. Mais pourquoi j'ai dit cette phrase en anglais? Parce que j'avais vu un poster à l'époque d'un noir qui était enfermé et qui avait les mains hein, derrière les barreaux. Et donc en dessous de ce poster, c'était marqué «Vous pouvez l'enfermer, mais vous ne pouvez pas le rendre silencieux». Et c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque dans ce qu'on appelle la liberté de penser, la liberté d'être, hein, la liberté d'être soi, la liberté de penser librement. Alors, lorsque Gilles et Rose, vous m'avez proposé cette intervention, j'ai été interpellé à plusieurs niveaux. Et je voudrais vous dire pourquoi j'ai été interpellé. Je suis alsacien d'origine, je suis né dans un petit village à une dizaine de kilomètres de Strasbourg et je suis né à la fin de la dernière guerre. Et donc en Alsace, bien sûr, vous savez que l'Alsace et la Moselle annexée, on est passé de la France à l'Allemagne, de l'Allemagne à la France, etc. Et à chaque fois, nous avons été débaptisés, rebaptisés, c'est-à-dire que la langue germanique était interdite, la langue française était interdite. Lorsque, par exemple, nos amis d'aujourd'hui, les Allemands, sont arrivés, ont franchi le Rhin en 1939, hein, eh bien, ils avaient interdit le béret basque, ils avaient interdit la langue française, hein, il fallait parler allemand, etc., etc. Et moi, j'ai appris le français à l'école. J'avais 7 ans. Mais ce que les gens de l'époque avaient fait, c'était des instituteurs qui venaient de départements limitrophes, c'est-à-dire non alsaciens. Et s'il y a des Alsaciens qui m'écoutent, c'était des Franzose vom Hinter, hein, des Français de l'intérieur, comme on disait à l'époque. Et on avait l'interdiction absolue de parler en alsacien. Des enfants ont été battus, des enfants ont été fortement battus, moi j'ai été battu, et c'est la raison pour laquelle la violence sous toutes ses formes, c'est quelque chose à laquelle je ne peux pas adhérer, parce qu'on essaie d'apprendre ou d'inculquer quelque chose par la force à des gens ou à des enfants qui n'ont aucune idée de ceci ou de cela. Alors bien sûr, les choses ont évolué, mais quand je suis parti aux États-Unis, j'ai vu certaines choses qui m'ont profondément surprise. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un pays qui est capable de tellement de belles choses au niveau de la chanson, au niveau du showbiz, au niveau de l'industrie high-tech, il y ait encore des formes de violence, hein, des formes d'imposition de certaines manières de se conduire. Et ça, je l'ai vu dans mes pérégrinations à travers le monde. Donc, lorsque vous m'avez proposé le thème de la liberté, c'est quelque chose qui m'a parlé profondément. Et la liberté, c'est une notion finalement que tout le monde croit connaître. Mais quand on essaie de définir la liberté, on s'aperçoit qu'il est un petit peu, c'est pas évident de circonscrire la liberté en une seule définition.
vous comprenez, il y a la liberté définie par les philosophes, par les psychologues, par les politiciens, les rebelles, les révoltés, les mystiques, et puis les gens, des gens comme vous et moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler des 1000 visages de la liberté, et même davantage, un des aspects qui ont été étudiés par les philosophes, des psys, des anthropologues. Je crois que, sincèrement, si tu veux, ce que tu as proposé, c'est presque une question d'épreuve de baccalauréat, finalement. Parlez-nous de la conscience, définissez la conscience. Bon, ben d'accord, on va y aller, quoi. Mais, si vous voulez, personne n'est parvenu réellement à la définir de manière satisfaisante. Et personne n'a pu échapper aux barrières inhérentes du sujet. Alors peut-être que j'ai voulu aller un petit peu plus loin pour saisir la liberté dans toute sa dimension, dans toute sa grandeur, dans toute sa noblesse. Alors il y en a qui ont fait le pas. Il y a des grands penseurs, des grands philosophes, des mystiques, qui ont parlé de la conscience de la liberté. Voyez, et donc il postule finalement que la liberté, eh bien, elle va bien plus loin que les limites de notre pensée et même des perceptions de notre réalité. Parce que la liberté, finalement, eh bien, c'est un phénomène qui est peut-être aussi vaste que l'univers. Alors, tu te rappelles, Gilles, quand on a parlé de ce projet, je t'ai dit admettre, assumer, croire, espérance, foi, culpabilité, doute, promesse, eux, nous. Eh bien, ces mots n'appartiennent absolument pas au vocabulaire des anciens Indiens américains, des Amérindiens, comme on dit maintenant, avant le 19e siècle. Et puis il y avait aussi un autre terme qui n'apparaissait pas dans leur langue, qui était la notion de liberté. Le terme de liberté n'existait pas dans les langues algonquines, n'existait pas dans les différents dialectes siouans. Pourquoi les dialectes atapascans, c'est toute une mosaïque linguistique. Mais pourquoi? Parce que l'Indien, il était fondamentalement libre. Vous comprenez? Que dit le mystique? Le mystique va dire, lorsque Dieu s'est rendu compte qu'il était Dieu, eh bien, il avait déjà commencé à se couper de Dieu. Tu vois? Donc, si tu prends conscience de quelque chose, tu n'es plus exactement dedans, parce que tu commences à regarder ce concept de l'extérieur. Tu vois? Parce que l'Indien américain, l'Amérindien, c'est l'aboutissement d'une très ancienne race. Et donc, une race qui avait une autre conception de l'individualisme. Pourquoi? Je crois qu'il fallait remonter pratiquement à l'origine du chamanisme planétaire. Le chamanisme originel, il est né peut-être il y a une cinquantaine de milliers d'années, vers le 50e millénaire. Et donc, pourquoi il est né à ce moment-là? C'est les paléo-anthropologues et les paléo-archéologues ont commencé à soupçonner qu'il s'était passé une mutation de la conscience vers le 50e millénaire et puis vers le 30e millénaire. Et donc, au 50e millénaire, ils ont commencé, il y a eu, si vous voulez, un phénomène métaphysique qui a surgi, qui était la loi de cause à effet. C'est-à-dire que s'il y a il y a un effet, il y a une cause. Et puis aussi, le monde, tel qu'il était perçu, était aussi régi par les esprits de la nature, les esprits tutélaires, les animaux totems. Et je vais vous donner un exemple de cérémonie qui est vraisemblablement, qui a passé à travers les millénaires et qui existait encore au XIXe siècle chez les Cheyennes du Nebraska. Lorsque, au moment de la pleine lune, de certaines pleines lunes,
il y avait une cérémonie de chasse. Et donc le premier élan qui était tué, eh bien, il était tué au moment d'une pleine lune. Et donc il vidait l'animal, il mettait des pierres dans sa panse, et tout doucement, il le déposait dans le reflet de la lune sur un étang, une pièce d'eau. C'est-à-dire que symboliquement, il donnait à manger à la lune pour que l'esprit tutélaire des élans ou des orignaux ou des cerfs, des daims, ce que vous voulez, eh bien, leur pardonne. Et donc, si vous voulez, c'était le partage, d'une certaine manière, de la liberté. Alors, pourquoi le mot de liberté n'existait pas chez l'Indien, je l'ai dit? Eh bien, tout simplement parce que, intrinsèquement et fondamentalement, l'Indien, il était libre. Donc, il n'avait pas besoin d'exprimer cela. Et puis, laissez-moi vous donner un autre exemple. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche de près. Remontons vers 1580. Vers 1580, il y a 5 peuples, plus un sixième, qui vont créer ce qui s'est appelé The Long House Nation, la nation de la longue maison. Les Iroquois, plus connus eux, si vous voulez, que d'autres peuples, en fait, c'était un conglomérat de 5 plus un sixième peuple de langue iroquoise. Mohawk, Oneut, Onondaga, Seneca, Cayuga et Tuscarora. Lors de mon second séjour, après mes 3 ans d'études à Columbia, de 1973 à 1976, je suis reparti travailler aux États-Unis pour une multinationale française. Et donc j'ai fait partie d'un cercle culturel amérindien à Manhattan, dont le président était un Indien Sénéca, qui s'appelait Peter. Et donc les Sénécas, si vous voulez, étaient à cheval entre la frontière canadienne, québécoise, si vous voulez, et puis le nord de l'État de New York. Ils étaient à cheval. Et c'est lui qui m'a appris un certain nombre de choses. Et donc, comment est-ce que ces tribus ont fait pour vivre en harmonie, pour ne pas s'emprisonner les uns les autres, pour ne pas imposer une certaine manière de penser qui pouvait priver l'autre de liberté? Eh bien, ils ont créé des traités entre eux. Parce que aussi proches étaient-ils, ils étaient malgré tout de langues différentes, de coutumes différentes, de cérémonies différentes. Et donc, pour affilier ces 6 peuples, eh bien, pour en faire la nation de la longue maison, la Long House Nation, eh bien, ils ont signé des traités. En 1975, peu de temps avant la fin de la Révolution américaine, les pères fondateurs, qu'on appelle the Founding Fathers, c'est eux donc qui vont signer, si vous voulez, tous les documents constitutionnels américains. Ils vont s'inspirer des traités iroquois. Ils vont dire, mais comment ils ont fait, ces gars-là, pour s'entendre? Et donc, dans les années 82-83, 1700, Benjamin Franklin est venu en France. Et il a rencontré certains théoriciens, certains hommes, si vous voulez, qui allaient en fait d'une manière sous-jacente. Ils étaient en train de préparer la Révolution française. Et donc, lorsque la Révolution française a accouché d'elle-même, eh bien, qu'est-ce qui est apparu? Des human rights, les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est le droit fondamental à la liberté de penser. Donc peu de gens le savent aujourd'hui, nos droits de l'homme d'aujourd'hui proviennent en ligne droite des traités iroquois de 1580. Voyez? Et donc, notre esprit
ne cherche pas la liberté, mais doit trouver sa liberté. Notre esprit doit se nourrir de choix, et lorsque nous faisons des choix, nous nous rendons libres. J'ai souvent dit, la liberté, ça ne consiste pas à se rebeller, mais ça consiste à vivre en harmonie et à permettre à n'importe qui de se conformer à des règles qui ne mettent pas l'autre en danger. Vous comprenez? À travers le monde, il y a des règles qui peuvent être différentes. Hein. Si un peuple, par exemple, pratique le concubinage, chez nous c'est interdit, c'est une règle. Mais dans d'autres pays, c'est quelque chose d'admissible. Maintenant, si le thème du concubinage, il est accepté librement par un peuple, pourquoi imposer l'interdiction du concubinage? Maintenant, si vous imposez une manière de penser, aussi libertaire soit-elle, à des peuples qui n'ont pas cette notion, eh bien, nous interférons avec la notion de liberté. Mais au bout du compte, ça sert à quoi, la liberté? À quoi ça sert? Alors, on va dire, bah oui, ça sert à se sentir bien, ça sert à penser librement, ça sert à dire je veux pas de ça, je veux pas de ça. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre liberté et indiscipline. C'est quelque chose de différent. Voyez, regardez, prenez un sportif. Un sportif de haut niveau à qui le coach va lui imposer une discipline pour le faire gravir l'échelle qui l'amènera sur le podium. Est-ce qu'il manque de liberté? Non. La liberté, c'est quelque chose qui est librement accepté, qui ne met pas en danger notre vie et qui ne met pas non plus en danger celle des autres. Quels sont les bienfaits physiques, psychologiques, émotionnels, relationnels, spirituels qu'on peut attendre de la liberté? Médecine symbolique, est-ce que la médecine symbolique et les outils que vous utilisez peuvent permettre à quelqu'un de vivre libre? À partir du moment où quelqu'un se pose cette question, qui suis-je? C'est quelqu'un qui a déjà rompu les chaînes de son propre esclavage. C'est quelqu'un qui a déjà, c'est pas quelqu'un qui a mis des fleurs à la fenêtre de sa prison pour rendre sa prison plus belle. C'est quelqu'un qui a commencé à faire des choix. Et donc, je me rappelle, il y a longtemps maintenant, j'avais fait une conférence à la Sorbonne où le thème était un petit peu, pas évident, c'était de la destinée au libre choix. Donc, bien sûr, j'ai parlé de l'aspect karmique, mais en gros, j'avais fait une conclusion, j'avais dit, plus vous avez de conscience, plus vous êtes libre. Plus vous avez de conscience, plus vous êtes dans le libre choix. Parce que tu peux faire des choix, mais à partir du moment où il n'y a pas de conscience, il n'y a que peu de choix. Donc vous comprenez, entre le libre choix, la destinée terrestre, la notion fondamentale de liberté, ce sont des concepts qui sont profondément liés à quoi? À notre bien-être, à l'harmonie qui règne entre nous tous. Nous ne sommes pas obligés de penser comme le voisin. Nous avons chacun et chacune des opinions différentes, mais il faut que ces opinions ne nous mettent pas en danger, ne nous enferment pas. Mais tout simplement, c'est l'une des choses fondamentales des droits de l'homme, des human rights, c'est le droit fondamental à la liberté de penser. Alors, si vous voulez, il y a une dynamique intérieure pour déployer votre être à travers tous les réseaux
qui sont en vous, physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles, vers une adaptation plus fine, plus aisée, plus efficace dans le monde d'aujourd'hui. On traverse quelque chose, on traverse une pandémie, on traverse un moment particulier. Alors bien sûr, on va dire, c'est peut-être pas exactement ça, c'est peut-être plutôt ça, c'est ceci, c'est cela. Les opinions, elles peuvent être différentes. Mais en attendant, nous traversons tous ensemble un moment particulier de notre histoire. On pourrait être à Chambéry, on ne l'est pas. Vendredi, j'étais invité à un congrès à Cannes. Donc, je ne suis pas à Cannes, je suis derrière mon écran à parler avec vous. Et puis à voir la tête de Gilles qui me sourit. Voilà. Hein. Eh bien, c'est comme ça. Mais c'est pendant ce moment, si vous voulez, ce passage, que peut-être nous pouvons retraiter dans notre maison intérieure. Penser qui nous sommes. Je l'ai souvent dit, je veux donner un exemple personnel. Mon fils, qui s'appelle aussi Patrick, il a fait de brillantes études à l'université McGill à Montréal. Et comme il est né à New York, il a la double nationalité. Hein, il a la nationalité américaine et française. Et donc, son premier job, il a travaillé pour une très très grosse société financière à Boston. Et il n'a pas eu de bol, parce que son premier patron, c'était un gars qui sortait de Harvard, c'était un homme qui était intellectuellement très brillant, mais c'était un patron difficile. Alors mon fils, il avait quoi? Il avait 24 ans à l'époque. Il me dit, je vais au bureau le matin, il est 7 heures, je rentre le soir, il est 9 heures, je suis brûlé de fatigue, il me fait pas de compliments, etc. Moi j'avais mal au cœur, c'est mon fils. Et puis on parle comme ça, et je lui dis, écoute, c'est pas cet homme qui est important, parce que lui, il ne changera pas. Et c'est aussi bien que tu rencontres ce genre de caractère au début de ta carrière, parce qu'il va falloir gérer ça. Donc c'est pas lui qui est important, c'est l'importance que tu donnes à cet homme, ou c'est l'importance que tu donnes à la problématique. Voyez? Et ça c'est quelque chose que j'ai souvent expliqué à d'autres personnes dans l'aide à l'autre, dans leur déroulement, dans leur cheminement de vie. Et donc, c'est la même chose pour cette période que nous traversons. Ce n'est pas cette période en soi qui est importante, c'est l'importance que nous nous donnons. Il y a des moments, et je dois le dire, je me suis senti enfermé. Et ça m'a interpellé, parce qu'on n'est quand même pas totalement prisonnier. Je peux prendre ma voiture, je peux aller à la campagne, mais vous comprenez, il y a une espèce d'énergie particulière parce que nous ne sommes pas coupés les uns les autres, nous faisons partie d'un système planétaire. J'ai des gens qui habitent à la campagne et qui me disent je vais pas bien en ce moment. Et donc je leur dis mais tu habites à la campagne. Une femme qui habite à 100 mètres, 150 mètres de la mer en Bretagne, qui me dit oh j'en peux plus. Mais je dis mais écoute, tu habites en bord de mer, hein. De ton jardin, tu as la vue sur la mer. C'est quoi le problème? Eh bien, tout simplement parce que elle ressentait si vous voulez, ce phénomène. Donc, je voulais quand même dire comment devenir libre dans les conditions du monde d'aujourd'hui. Et c'est peut-être le message d'espoir que je voudrais vous faire passer. Ça va? Bon. Alors, j'imagine la mer de Bretagne, là, je suis très bien. Hein? J'imagine la mer en Bretagne, je suis très bien. Ben oui. Mais écoute, c'est surprenant. C'est surprenant parce que je connais, je vois comment il est le jardin. Et du jardin, tu vois la mer, quoi. Tu vois, c'est une espèce d'anfractuosité, hein, donc c'est pas la pleine mer avec les grandes vagues, tu vois. Eh bien, non, je vais pas bien. Donc, il y a aussi une problématique où nous devons nous apprendre à devenir fondamentalement et intrinsèquement libres.
Et je dois le dire, parce que ça fait quand même 40 ans que je fais de l'accompagnement ou pas loin, je crois que il y a des personnes qui sont privées de liberté, qu'on a mis en prison. Vous savez, comme l'image de ce noir, hein, vous pouvez l'enfermer, mais vous ne pouvez pas le rendre silencieux. Il y a des gens, il y a des taulards, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, pour des raisons judiciaires, parce qu'ils ont représenté un danger pour la société. Mais il y a aussi des personnes qui, structurellement, sont prisonnières en elles. Donc même si ils disent oh je vais déménager, j'en ai marre, tiens je vais me rapprocher de Gilles et Rose parce qu'ils font des trucs super, je vais m'aérer les poumons à la montagne, si la personne elle est réellement enfermée en elle, bah ça va pas être évident malgré tout quoi. Et ça on l'a observé aussi, il y a des gens qui m'ont dit oh je vais déménager, je pars sur la côte, voilà. Donc quels sont les secrets de la liberté? Quel est le pouvoir de la liberté? Et quel est le retour à la liberté? Le retour à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui est important finalement pour vous, pour nous tous, pour reconnaître et comprendre le concept de liberté? La cohésion, la coopération, l'empathie, la bienveillance, ce sont des valeurs libertaires. Vous comprenez? Vous savez, on dit toujours dans le parcours du développement de soi, l'amour inconditionnel, etc. Mais il y a des gens qui aiment mal, et parfois ce n'est pas suffisant. Ce dont on a besoin, ce sont des valeurs altruistes, hein. Le respect, l'écoute, la décence, la bienveillance. Et puis une autre caractéristique qui pour moi est tellement importante, c'est la gentillesse. Hein? Tu sais, alors c'est vrai quand on dit quelqu'un c'est un gentil, tu vois. Alors ça peut être interprété de deux manières. Ouais, c'est un gentil, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Et puis c'est un gentil, c'est parce que c'est quelqu'un qui a du cœur, tu vois. Donc si vous voulez, on en a besoin dans le monde et nous devons veiller à ce que ces valeurs jouent un rôle actif dans, on va dire, dans la trame de la construction du monde actuel, y compris bien sûr le monde de demain. Et ça signifie que ceux et celles qui détiennent ces valeurs doivent avoir davantage leur mot à dire dans ce monde en évolution. Vous comprenez? Des gens de pouvoir qui sont dans le respect, dans l'empathie, dans la gentillesse, dans la bienveillance, en un seul mot, dans l'humanisme, vont fonctionner de manière différente que des gens qui pensent que ce qui est bien pour moi est bien pour les autres. Vous comprenez? C'est cette espèce de partage. J'avais fait une formation qui est extraordinaire, il y a une douzaine d'années maintenant, qui est une formation sur la pensée intégrale. Alors c'est vrai, j'ai écrit un livre là-dessus, le livre il a maintenant 7 ans, c'est la révolution de la pensée intégrale. Mais dans la pensée intégrale, dans l'évolution des paliers de conscience, hein, il y a des techniques hein, qu'on a mises au point, mais dans l'évolution des paliers de notre conscience, à un moment donné, il y a un palier qui s'appelle le mondocentrisme. Enfin, si vous voulez, j'ai traduit mondocentrisme à travers un néologisme américain qui est world centrism, le mondocentrisme. Ça veut dire que ta manière de penser, c'est pas la seule pensée dans le monde. Mon Dieu, c'est pas nécessairement le tien. La manière de nous comporter, si elle ne nous met pas en danger, c'est pas la seule manière de se comporter. Et donc il y a une chose et que j'ai conseillé parfois, même à des coachs qui venaient travailler, c'est dire essaie de regarder le projet que tu as à travers les yeux de tes partenaires, parce que tu vas comprendre ce que eux veulent, et donc toi tu vas amener des choses que tu as en toi, mais tu vas pas gérer une problématique uniquement à travers tes propres yeux.
tu vois. C'est tout simplement voir les yeux à travers, le monde, pardon, à travers les yeux de l'autre. Alors aujourd'hui, il y a un besoin de prendre soin de la famille, de la communauté. Et pourtant, le monde que nous avons créé, eh bien, il y a encore une mentalité de chasseur. Ce sont des choses qui proviennent de la préhistoire, du temps des chasseurs-cueilleurs. Et donc, sur la mentalité de pouvoir, la mentalité de violence. Et donc, nous devons, et c'est la raison pour laquelle, moi je vous remercie mille et mille fois, hein, de même que Liliane, vous le savez, du magnifique travail que vous faites, parce que par-delà le congrès de la médecine symbolique, ce sont des valeurs que vous injectez. Et parce que vous les injectez à d'autres, eh bien ces autres peuvent les injecter à d'autres. Et c'est comme une arborescence. Tu comprends? On pourrait parler de cancer positif. Voilà. Hein. Voilà, si tu veux, hein, on est tous, on a tous le virus, quoi, tu vois, de l'empathie, de la bienveillance. Et donc, on doit avoir des valeurs plus attentionnées. Je veux dire, plus typiquement féminines. Alors, je ne parle pas des valeurs des femmes, je veux dire que les valeurs que les femmes détiennent généralement, eh bien, ça, elles l'ont plus que les hommes. Et il y a une valeur qu'elles ont peut-être plus que les hommes, eh bien, c'est la notion de liberté. Lorsque tu partais à la guerre, hein, lorsque tu étais un chevalier au Moyen-Âge, Gilles Gambie, eh bien, ton épouse disait « Fais attention et reviens-moi vivant », tu vois. Fais bien attention à toi, c'est-à-dire qu'il y avait dans ce qu'elle disait le concept de liberté. Elle te demandait de faire attention à toi, tu vois. C'est quand même mieux que de dire allez vas-y puis reviens vainqueur, sinon je te mets une pêche. Tu comprends, c'est un peu différent quoi, hein, comme tu vois. Donc à travers les âges, eh bien beaucoup de personnes ont perdu leur liberté profonde à cause de contraintes extérieures, les guerres, les famines, les maladies. Mais ces valeurs, elles ressurgissent aujourd'hui. Voyez. Il y a des drames qui se produisent actuellement dans le monde, vous le savez. Il y a tout ce qui s'est passé avec ces marches pour la liberté aux États-Unis. Il y a ce qui se passe en Syrie. Il y a ce qui se passe en Birmanie, au Myanmar. Voyez, des gens qui veulent tout simplement être libres et donc ils ne le peuvent pas. Eh bien, plus il y aura de personnes qui prennent conscience de la noblesse, de la grandeur, de la beauté, de la puissance, de la liberté, eh bien, plus ce remède sociétal va s'injecter dans le cœur d'autres êtres humains. Je veux vous donner un autre exemple. Il y a longtemps maintenant, il y a bien une vingtaine d'années, j'ai 5 de mes livres de traduits au Brésil, donc on a vécu aussi 7 ans au Brésil. Et on a fait beaucoup de choses là-bas. Et nous étions en intervention à Belo Horizonte. Belo Horizonte, ça veut dire l'horizon merveilleux. C'est une ville de 2 millions d'habitants. Alors si ça vous intéresse, il y a des observations d'OVNI, il y a des observations lumineuses dans le ciel, il y a des phénomènes de guérison, bref. Et donc on s'est demandé pourquoi il y avait tous ces phénomènes, parce que l'état du Minas Gerais, dont Belo Horizonte est la capitale de cet état, eh bien c'est une gigantesque mine d'améthyste. Une ville de 2 millions d'habitants, c'est une gigantesque mine d'améthyste. Donc, on est à la fin d'une intervention, et puis je dis, on va faire une méditation finale. Et donc, il y a une des dames qui était là, qui me dit, est-ce que vous avez entendu parler du massacre de Pará? L'état de Pará, dans l'état de Pará, qui est un état du nord du Brésil, eh bien, il y avait eu un massacre de gens sans terre. Alors, vous savez, on a les SDF,
les gens sans domicile fixe. Mais dans ces pays-là, il y a des paysans qui n'ont plus de terre. Donc ce sont des gens sans terre. Mais vous avez des propriétaires terriens qui ont des fermes énormes. J'ai connu, je l'ai bien connu, on a discuté, on a échangé des tas de choses. C'est un homme qui a 6 fermes sur 80 000 hectares. Tu te rends compte? 80 000 hectares. Donc vous avez par exemple une trentaine ou une quarantaine de familles qui vont squatter 1 ou 2 hectares sur ce domaine énorme. Donc un jour, les propriétaires se sont plaints, ils étaient à peu près une centaine. Et la police militaire arrive, et donc les gens sortent de leur maison qu'ils avaient bricolée avec 3 fois rien, et il y a eu plus de 70 morts. C'est-à-dire que la police a tiré dans le tas sur des hommes, des femmes et des enfants qui étaient désarmés. Et donc la dame, elle me dit, est-ce que vous pouvez faire une méditation? Alors bien sûr, les télés, les radios, les journaux au Brésil, ça a fait... Bah, c'était dramatique, quoi. Et donc la dame, elle me dit, est-ce que vous pouvez nous faire méditer sur le massacre de Para? Et je lui dis, oui, bien sûr, on va se brancher sur les morts, sur les gens qui ont été tués. Et elle me dit, ah non, non, non. Elle me dit, moi je voudrais qu'on se branche sur le cœur des gens, des policiers qui ont fait ça. Parce que si on arrive à toucher leur cœur, peut-être qu'ils ne recommenceront plus. Et ça a été une sacrée leçon. Vous comprenez? S'il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui fait une espèce de translation de notre arbre psychologique, de notre arbre de perception, d'une manière de penser vers une manière plus juste, plus altruiste, plus équitable, plus durable, eh bien le monde le deviendra aussi. Voyez? Et donc, quelque part, la liberté, eh bien c'est une force naturelle. Elle est riche de dons créateurs, de bons instincts, et puis aussi d'un savoir immémorial. Lorsque nous professons la liberté, lorsque nous comprenons comment nous pouvons, nous, devenir libres, nous pouvons l'enseigner à d'autres. Alors tu peux l'enseigner soit d'une manière formelle, tu peux l'enseigner avec des exercices, avec des pratiques. Tu dis, oh bah tiens, c'est le karma, on va faire des régressions dans les vies antérieures. Ah bah je vais faire du reiki, je vais utiliser des huiles essentielles, je vais travailler sur le syndrome transgénérationnel parce que peut-être que j'ai des ancêtres qui ont été emprisonnés, etc., etc. Mais c'est surtout l'énergie que tu dégages. Et à partir de ce moment-là, que devenons-nous? Nous devenons des remèdes du futur actif au présent. Parce que ce que nous avons en nous, nous sommes des systèmes informationnels complexes. Et donc, si nous avons l'information fondamentale de la liberté en nous, c'est quelque chose qui se diffuse, c'est quelque chose qui se déploie à travers le monde entier. Et donc, si vous voulez, eh bien, lorsque nous entendons l'appel de la liberté, c'est à nous d'y répondre, de retourner vers elle, et dont nous avons parfois, au fond de nous-mêmes, tant besoin et tant d'envie. Et une fois encore, Gilles, je vous suis profondément reconnaissant parce que, et les gens qui ont travaillé avec moi le savent, depuis plus de 30 ans, à toutes les fins de mes relaxations, de mes expansions, etc., lorsque je dis numéro 5, soyez ici, soyez présents, je dis toujours, toujours, et soyez libres, libres, libres. Je l'ai dit des milliers de fois, si c'est pas plus. Parce que quelque part, lorsque nous devenons libres, eh bien, nous entrons dans le divin. Nous entrons dans la conscience de l'ange. Nous entrons dans la conscience de Dieu.
C'est un Dieu qui n'est plus un Dieu d'une religion quelconque, mais c'est Dieu, il est dans le chien qui traîne, il est dans la fleur du printemps, il est dans le bébé qui naît, il est, euh, il est dans toutes les races, dans toutes les cultures, il est au nord, au sud, il est dans les étoiles, il est au plus profond de la terre. C'est-à-dire que lorsque nous prenons conscience que l'univers dans lequel nous vivons, c'est une conscience vivante, eh bien nous devenons libres parce que nous vivons dans un univers libre et un univers de liberté. Et je vous le dis comme je le pense, personne ne peut nous enfermer, personne ne peut nous brimer, personne ne peut nous prendre ce que nous avons de plus fort, de plus précieux, de plus beau, de plus noble et de plus gentil en nous, la liberté, la vie. Mesdames et messieurs, je voudrais peut-être pour presque terminer, je voudrais juste vous lire un tout petit extrait d'un poème de Paul Éluard. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Liberté, liberté, liberté. Alors, on a presque fini, hein, Gilles. Je vais juste montrer 2 ou 3 PowerPoint et puis après, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Hein, voilà. Alors, on va partager l'écran. Voilà. Toc, toc. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, Ah, attends, là c'est noir. Ça va arriver. Alors, moi, je l'ai. Hein. Là, le PowerPoint. Ça y est, on l'a. Ouais. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, regardez. J'ai demandé à Gilles si c'était lui, l'elfe là qui est au milieu des fleurs. Alors, il est. Ne donne pas ma Hein, réponse. oui, il est discret. Il m'a dit que c'était pas lui. Bien. Hein. Alors, mais que nous disent les dévas de la nature? Qu'est-ce qu'ils nous disent? En pensant en termes de liberté, vous ajoutez de la lumière à celle qui existe déjà. Vous accélérez la croissance des plantes et vous augmentez la beauté. Vous voyez la vérité et vous vous reliez à la liberté de vivre qui existe en toute chose. Maintenant, regardez bien. L'énergie de la liberté. J'ai voulu vous montrer ce graphique. Bon, il fallait bien que je mette un petit peu de physique là-dedans. Hein. Voyez, regardez, vous avez 3 grandeurs électriques. Mais la résultante de ces 3 grandeurs, voyez, c'est une onde fixe. Voyez, regardez l'amplitude, voyez, regardez la flèche, voyez, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que lorsque tout votre système et les éléments qui constituent votre corps physique, votre système neuronal, votre système nerveux central, vos organes, y compris vos corps d'énergie, eh bien vous devenez comme un orchestre symphonique. Chaque partie de vous-même joue sa partition, mais l'ensemble, ça devient une mélodie. Et l'énergie de la liberté, eh bien c'est lorsque nous entrons en cohérence avec nous-mêmes et par réflexion, eh bien nous entrons en cohérence avec la puissance régénératrice des champs co-créatifs de l'univers et de la liberté. Pourquoi co-créatif? Parce que je crée ce qui est déjà créé. Donc nous co-créons ensemble. Voyez? Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, en fait, je me sers de ce diagramme pour montrer, en fait, comment votre cœur fonctionne lorsqu'il est en cohérence. Voyez? Maintenant, une dernière chose.
J'ai voulu, c'est l'avant-dernière diapo. Voilà, la lune illumine notre monde intérieur. C'est vrai que Psyché, c'est l'aînée. Inanna, c'est une magnifique déesse sumérienne. Séchat. Est-ce que vous connaissez Séchat? Séchat, c'est l'épouse d'un dieu que vous connaissez nécessairement, qui est l'épouse de Thoth. Hein, on en parle peu de Séchat, mais Séchat, c'est une déesse primordiale. C'est quoi une déesse primordiale? C'est une déesse qui s'est créée elle-même. Elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman. Hein, par exemple, Horus, eh bien, il est né d'Osiris et d'Isis. Mais Séchat, c'est une déesse primordiale. C'est-à-dire que le psychisme, au degré spirituel le plus élevé qui est en nous, c'est quelque chose qui a pu s'auto-créer. Voyez? Et le soleil, bien sûr, illumine notre monde extérieur. Donc, que devons-nous aussi faire lorsque nous accomplissons une célébration nocturne avec la lumière lunaire en un lieu sacré? Mais ça peut être un lieu très simple, parce que le fait que vous ayez des pensées sacrées sacralise le lieu sur lequel vous allez. Eh bien, nos pensées sont tout aussi réelles que notre environnement. Et c'est vrai que la liberté s'offre à nous, à nouveau. Maintenant, aussi, la survie de notre civilisation, elle repose sur la réintégration des lois de la Terre dans nos vies individuelles et dans nos vies collectives. Et donc, il faut que nous allions ces lieux et que nous écoutions. Que disent les soufis? Que disent les mystiques musulmans? Écoute le soupir qui est dans le soupir de ton voisin. C'est Dieu qui te parle. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'altruisme, dans la bonté, la grandeur, la gentillesse, nous devenons libres. Voilà. Donc vers la conscience de la liberté, c'est l'émergence actuelle d'une conscience de la liberté va transformer nos vies, vos vies, celles de nos enfants et celles de nos petits-enfants. Pourquoi? Pour vivre dans un monde juste, équitable, durable, que nous aurons nous-mêmes créé, imaginé et matérialisé dans un esprit de partage et dans un esprit de liberté. Allez vers quelqu'un qui vous rend libre, mais n'allez pas vers quelqu'un qui vous enchaîne. Allez vers des idées qui rendent libre, mais pas des idées qui enchaînent et qui détruisent ce que nous avons de plus précieux en nous, la capacité de nous appeler être humain. Être humain, ça veut dire je suis humain. Une dernière diapositive. Alors, ne tenez pas compte de la partie à gauche, parce que ben voilà, j'ai un prochain livre qui sort, et c'est vrai que lorsque j'étais déjà en rédaction, lorsque Rose et Gilles m'ont proposé l'intervention, je voulais l'appeler Les 1000 visages de la conscience. Et donc, lorsque Rose et Gilles m'ont proposé l'intervention, eh bien, j'ai proposé les 1000 visages de la liberté. Parce que les 1000 visages de la conscience, eh bien, c'est aussi quelque chose d'important. Tout le monde en parle, mais c'est quoi la conscience? Et puis, moi, je suis un peu en retard sur tout ça, mais j'ai créé une chaîne YouTube il y a 15 jours et j'ai mis un exercice d'expansion de conscience qui est décrit dans la page 184 du livre, qui est le sarcophage de cristal. Voilà. Cher Super. Gilles, chère Ouais, merci Rose, beaucoup. hein, avoir des amis comme vous, ça me rend libre profondément. Hein. Et Liliane, elle se joint à moi pour vous remercier profondément du fond du cœur. Merci beaucoup, Patrick. Euh, oui, bah, nous aussi, on te remercie parce que on sent que ben, tu es un homme de cœur et il n'y a rien d'autre à dire
que ça. Tu es un homme de cœur et tu l'exprimes bien. Euh, je peux te poser une petite question qui arrive du Québec, parce Oui. il y a Lina au Québec qui dit, Ah, euh, bonjour, bonjour le Québec, hein. elle dit, est-ce que tu as des références concernant ce lien entre les traités amérindiens et les droits de l'homme américains et les Oui, droits oui, de l'homme oui, hein. français? Oui, oui, oui. Enfin bon, je les ai pas parce que bon, j'ai appris ça donc à travers cet Indien ou cet Amérindien Sénéca qui s'appelait Peter. Mais je sais que les traités ont existé. Maintenant, il Hum, faudrait voir. Écoutez, j'ai pas, j'ai 4 tomes. Si je les ai quelque part, mais il y a 4 tomes sur l'Iroquoisie. Donc c'est des pavés, hein. Je crois qu'il hum, y a à peu près 1200 pages à lire, mais c'est dans l'Iroquoisie qui va à peu près de 1540, hein, au moment où les Français vont arriver le long du Saint-Laurent, jusqu'à 1970, avec hum. l'histoire des Mohawks, et qui avait bloqué le pont de, je sais plus comment il s'appelle à Montréal, là, Kawanaki ou quelque chose comme ça, hein. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, elle va chercher, puis, mais effectivement, Ouais. elle voulait savoir si c'était un truc que tu avais. Bon, bah apparemment. Et c'est Oh, très ça intéressant ce remonte. lien. Moi, je trouve que c'est génial de voir qu'à Oui. un moment, l'humain est obligé de passer par quelque chose d'écrit, que le verbe devienne quelque chose de plus ancré, tu vois, pour qu'on dise, bah, c'est ça qui va faire qu'on va être libre Alors, ensemble. Mm. alors si tu veux, enfin, quand on parle de traité, bon, beaucoup d'Amérindiens, hein, Mm. ne fonctionnaient pas par l'écriture en tant que Oui, ils telle, avaient. hein. C'était plus à travers des peintures, à Mm. travers des dons, hein, le troc, hein, etc., quoi, hein. Mm. Mais à travers ben, ce que les Québécois appellent le cousinage, hein, c'est-à-dire, ben voilà, je sais pas moi, une femme va adopter, je sais pas, un blanc qui a été attrapé, et donc il va peu à peu s'intégrer à la tribu, etc. Mm. Il y a des histoires magnifiques, hein, de gens qui sont partis vers les autochtones, hein. Mm. Il y a, enfin, il y aura tellement d'histoires à Oui, raconter, hein. oui, oui. Je signale par rapport à ton dernier livre que ce livre, tu as eu la gentillesse de nous autoriser à le mettre en Oui, pré-vente oui, sur notre site au profit de l'association qui organise le forum. Donc, si les gens veulent se le procurer en pré-vente, absolument, ils peuvent l'acheter absolument. sur la boutique en ligne Oui, absolument, hein, forum-am.com. vous passez à Voilà, travers le site de... c'est J'en super, serais super gentil de ta honoré. part en tout cas. Et je crois que tu voulais nous faire un petit cadeau au final par rapport à une petite Ouais. méditation. Oui, je voudrais vous faire faire une cohérence cardiaque, hein, sur le thème de la liberté. Mhm. Alors, il faut que je revienne dans mon partage d'écran. Il faut que j'aille dans iTunes. Voilà. Quitte pour être passé sur YouTube, hein, parce que c'est un effort, je connais. Voilà. Alors, voilà. Alors, attendez, il faut que je mette. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de son? C'est bon pour le son? Voilà. Voilà, si vous le voulez, hein, vous pouvez garder les yeux ouverts ou avoir les yeux fermés quelques instants. Prendre une respiration profonde. Basculer notre centre d'attention vers notre cœur. Ce cœur qui aime, ce cœur qui pense, ce cœur qui vit. Le son que vous entendez, c'est le son que votre cœur fait dans votre poitrine. C'est le son de cohérence cardiaque. Et donc, lorsque vous entendez ce son, votre cœur se synchronise sur la régularité de l'amplitude du son. Donc, je vais fermer mes yeux quelques instants. Et puis, nous allons les uns et les autres penser
Je respire à travers mon cœur la vibration éternelle de la liberté. Je respire à travers mon cœur la vibration éternelle de la liberté. Je le redis une dernière fois. Je respire à travers mon cœur la vibration éternelle de la liberté. Liberté, liberté, liberté. En faisant cela, je deviens un vecteur de propagation de la liberté sur toute la planète, pour le bien de la liberté de tous les êtres. Et je reste silencieux quelques instants. Voilà, si vous le voulez, nous allons prendre une respiration profonde. Et puis, je vais compter jusqu'à 3. Et puis, ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Voilà. On la laisse encore un peu. Voilà. Super. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Je rappelle d'ailleurs à propos de la cohérence cardiaque que c'est un gros ouvrage pour toi aussi. Je ne sais pas à combien tu as tiré ce livre du guide de la cohérence cardiaque, qui est aussi à vendre sur notre site d'ailleurs. Oui, 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 Ouais. oui, le guide pratique. Alors, dans le guide pratique, il y a un CD de démo. Tout à fait. Donc, il fait à peu près 14 minutes, hein. Mais en 14 minutes, vous pouvez vraiment pratiquer. Hein, ça a été un choix que j'ai fait, hein, que je voulais offrir avec le livre et que l'éditeur a accepté. Donc, merci aussi de le proposer, Gilles, hein. Et puis surtout Ouais. plein de projets pour l'année prochaine, et on espère bien te revoir en présentiel cette fois-ci pour qu'on Ah puisse oui, 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 ça se nous manque régaler. Et puis, trop, hein, ça, oui, oui, oui. Hein, l'amitié, c'est aussi quelque chose d'important. euh, Tu sais, je voulais vous dire, hein, si je prends encore une minute, hein, oui. j'avais un ami, et bon, il est décédé maintenant, il est parti, il avait plus de 90 ans, mais bon, au début de mon intervention, je vous ai dit que je vous ai expliqué que j'étais alsacien. Et lui, il a fait partie des écoliers soldats. C'est-à-dire que à 15 ans et demi, la Gestapo est entrée dans sa salle de classe. Hein, il est du côté de Cernay, dans le Haut-Rhin. Et ils ont emmené les enfants dans des camions et directement dans des camps d'entraînement en Allemagne. Et Mhm. donc, il a été servant de DCA et il est revenu en juin 1945. Il a servi sur le front russe. Et je me rappelle un jour, on était rassemblés, hein, à Paris, et puis il nous dit, vous savez, enfin il y a sa photo de lui, si vous voulez, en uniforme de la Wehrmacht, hein, parce qu'il y a Mhm. un livre qui a été écrit, hein, qui a eu un succès régional, qui s'appelle Les écoliers soldats. Et il nous dit, vous savez, dans la vie, il y a deux choses qui sont importantes, hein. D'abord, une tuyère, hein, parce que lorsque les bombes pleuvent,
eh bien, vous pouvez creuser la terre pour vous abriter. Et vous pouvez aussi manger votre soupe comme un homme et pas comme un chien. Et la deuxième chose, un ami. Parce que si vous avez un ami et si vous êtes blessé, votre ami vous ramènera toujours en arrière. Et si vous êtes tué, il écrira à vos parents. Ah, tu sais, il y a des Je gens qui avaient crois les larmes aux que, yeux. ouais, je crois que là, c'est une super conclusion. Et, eh bien, merci de ce Ouais, témoignage, ouais, Patrick, ouais, et à alors, bientôt. ouais.